Bonjour à Bonjour. tous. Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour ce webinaire. Je propose qu'on attende peut-être encore une petite minute, le temps que les derniers arrivants nous rejoignent. Nous sommes ravis avec Antadis de vous accueillir aujourd'hui. Grande journée pour nous, pour différents événements également. Aujourd'hui, on va traiter de façon assez large de comment retrouver de bonnes performances tout en restant conforme au RGPD, avec un focus particulier autour du e-commerce. Ce que je vous propose en attendant, c'est peut-être qu'on se présente les uns les autres. Donc, honneur à nos invités, Antadis. Alors, je vais commencer. Ouais, je suis une femme. Je suis Mathilde d'Antadis. Je m'occupe de la communication et du marketing de l'agence, anciennement directrice de création pendant 17 ans au sein de l'agence. Pour ma part, je suis donc Laurent, consultant digital chez Antadis et auparavant côté annonceur en tant que directeur e-commerce dans différents secteurs d'activité, que ce soit l'ameublement ou le textile. Laurent, si tu veux bien. Eh bien, enchanté, je suis le deuxième Laurent, mais côté d'Idomi, du coup. Je suis solution consultant, je vais travailler surtout en avant-vente. L'idée, ça va être d'apporter ma compréhension technique, non seulement des solutions qu'on a dans notre portfolio, mais également comprendre ce que vous avez de votre côté. Comme ça, on peut créer ensemble des solutions performantes dans les différents secteurs comme l'e-commerce, avec les solutions d'Idomi. Et bonjour, et moi je suis Franck Ducret, je suis en charge de la stratégie et des partenariats chez Didomi. Rapidement, nous allons vous représenter les différentes activités respectives. Je pense que vous nous connaissez si vous êtes là. Mais donc, Didomi aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Didomi, c'est une suite de solutions privacy qui a la volonté, de plus en plus marquée, suite aux annonces qui ont été réalisées récemment, de participer à la collecte de la donnée observable, opérable. Et nous sommes ravis d'accueillir Antadis et je vous laisse présenter Antadis. Merci Franck. Donc, Antadis, on est une agence digitale et e-commerce indépendante depuis 2002 maintenant. On s'occupe de clients pure player, retailers, marques, distributeurs. En clients communs avec Didomi, on a notamment la Maison du Chocolat, Cube Bites, Daman Frères, Philibert, Bleu Libellule et d'autres. Je sais que certains d'entre vous sont connectés aujourd'hui. On a trois activités principales, une partie sur le build et le run e-commerce, donc c'est vraiment notre activité cœur de métier, agnostique en techno sur des builds Magento, Shopify, PrestaShop ou du DevSpace Symfony. On a un volet qui concerne plus l'expertise client, l'expérience client tant sur la partie conseil que sur la partie tech. Donc sur la création d'expériences et d'écosystèmes digitaux associés. Et le dernier volet qui nous concerne plus aujourd'hui et qui a pris pas mal d'élan avec l'arrivée de Laurent au sein de l'agence et sa grosse culture data, c'est justement l'expertise data et performance autour de tout le parcours de la donnée, autant sur la partie acquisition que la partie conversion. Voilà, et c'est pour ça que depuis son arrivée à l'agence, on a vraiment mis le paquet sur l'optimisation du parcours de la donnée. Et grâce à lui, notamment, on a créé des liens plus forts, et notamment avec Didomi. Donc, en substance, finalement, une chaîne complète de la mise en œuvre d'un CMS à son exploitation, à des fins, finalement, d'optimisation, des investissements médias et de retour sur investissement de type e-commerce. Donc, merci. Aujourd'hui, on va aborder 3 points principaux. On va revenir très rapidement sur les éléments de contexte, sur les enjeux de la collecte de données. On va ensuite, fort de ce constat où, c'est un secret pour personne, il y a de moins en moins de données disponibles, opérables, même si on s'efforce d'y remédier, ce sera notre point clé pour les 2 autres sujets. Il y a une volonté, effectivement, de travailler sur 2 dimensions chez Didomi et Antadis. L'une qui est vous fournir des outils, c'est celle de Didomi, des outils qui vous permettent d'augmenter le volume de données consenties à des fins d'opération, partage de données, enfin tout type d'opération aujourd'hui, qui respectent la privacy. Et 2, effectivement, s'appuyer sur les méthodes, les expertises
d'Antadis afin de tirer le meilleur profit possible de ces systèmes. Comme on vous le rappelle, aujourd'hui, Didomi, c'est une société qui fournit des services SaaS pour lesquels, effectivement, on confie l'expertise à nos partenaires et parmi ceux-ci, Antadis. Rapidement, les éléments de contexte. On va vous passer ce slide que vous connaissez tous. Pour ceux d'entre vous qui, comme moi, ont commencé à travailler il y a quelques années, on a connu une époque où la totalité du trafic qu'on observait au sein du navigateur était exploitable à des fins d'opération, que ce soit du ciblage, de la collecte de données, du partage, et on faisait tout ça au grand bénéfice des annonceurs, puis au grand bénéfice des plateformes. On a connu depuis un certain nombre d'événements. Un premier événement a été finalement un usage des utilisateurs qui trouvaient que finalement ces sapins de Noël sur les sites étaient un petit peu compliqués, et on a vu les adblocks se populariser de façon de plus en plus forte avec des pointes sur certaines verticales, dont le gaming. En 2018 est arrivé le RGPD, conséquence directe du RGPD et de sa mise en œuvre, une disparition de 20 à 30% ou 40% finalement des données opérables. Puis, on s'est rendu compte que certains grands acteurs utilisaient la privacy à des fins de distorsion, de différenciation concurrentielle. Aujourd'hui, effectivement, on constate que pour nos clients qui sont fortement exposés au système iOS, la plupart des données ne sont pas observables, la plupart des données ne sont pas opérables. On a un vrai sujet autour de ces éléments-là. Et puis, effectivement, depuis quelques temps, Chrome annonce la fin des cookies tiers et spoiler, depuis hier, on sait que finalement, ils s'arrêtent là où ils en sont. Donc, il y a vraiment ce constat que la donnée qui était disponible, opérable, partageable, activable, est aujourd'hui un enjeu pour nous, éditeurs de solutions, qui doivent vous redonner du volume de données opérables, et pour Antadis et son expertise. Je vais passer la main à Laurent qui va remonter le temps et vous expliquer ça de façon plus fine. Effectivement, je voulais évoquer 4 dates majeures que moi, en tant que e-commerçant à l'époque, ça nous a posé pas mal de problèmes. Le 31 mars, qui a été la deadline en fait de la CNIL pour apposer un bandeau de consentement. Premier impact, perte de trafic. Et là, pour le coup, tout le monde s'est posé 40 millions de questions à se dire comment retrouver la data. Le 1er juillet 2023, branle-bas de combat dans le e-commerce, c'est que plus personne n'arrivait à suivre correctement ces taux de conversion, ces chiffres de manière globale sur le e-commerce, avec le passage d'Universal Analytics et GA4, où on a d'un côté un outil qui mesure des hits et de l'autre côté un outil qui mesure des events. Beaucoup ont pris du retard parce qu'il a fallu refondre les data layers. Le 6 mars, on se retrouve avec un chamboulement sur les campagnes PMax avec le concept mode V2, pour lequel, encore une fois, j'ai remarqué que beaucoup de marchands n'avaient pas tout à fait mis à jour ce paramètre-là. Et puis 2025, alors effectivement, tu le disais tout à l'heure, Chrome annonce tous les ans que ça va être la fin du cookie sur leur navigateur. C'est quand même déjà le cas sur de nombreux navigateurs, ou tout du moins le cookie tiers a une durée de vie très limitée. Je rappelle juste que les facturations de l'ADS ne sont pas faites sur ce que l'on voit, mais sur le clic des annonces. Donc même si on ne le voit pas, on est quand même facturé. L'idée première, c'est quand même de mesurer pour mieux piloter. Donc voilà pour les 4 dates. Alors 2025, on n'a pas de date encore Chrome, ça n'arrête pas de changer. C'est quand même encore annoncé officiellement sur leur propre page. Allez savoir si ça ne va pas repousser à 2026 ou nous trouver un autre format. Sur cette slide-là, j'ai schématisé un petit peu le parcours de la collecte de données. Histoire de la photographier, alors beaucoup la connaissent. Là, c'est plus un rappel pour tout le monde. Où la première étape dans une collecte de données, la porte d'entrée, dirons-nous, ça va être la CMP. Donc c'est un peu le sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire comment l'optimiser pour avoir un maximum d'acceptation de cookies tout en étant RGPD compliant. La deuxième étape, et c'est le cas pour tout le monde qui a son tracking dans GTM, c'est la partie client-side, avec le déclenchement de GTM in fine de tous les partenaires dont GA4. La troisième partie, c'est la migration
de GTM en server-side, sachant qu'aujourd'hui, de ce que nous disait Romain Barthes d'Addingwell, seulement 30% du top 1000 des e-commerçants sont à jour à ce niveau-là. Et puis enfin, pouvoir collecter correctement dans sa data vise et piloter au mieux ses campagnes, avoir sa data qui remonte côté plateforme ads, qui n'est pas forcément le cas chez tout le monde. Laurent, je te passe la main. Merci. Alors du coup, pour illustrer tout ce qu'on vient de dire avec les dates, avec plus ou moins les différentes pertes, etc., on va voir un petit peu les points forts des CMP que nous, chez Didomi, on peut offrir et comment justement on va réussir à configurer chaque partie. On identifie plus ou moins 3 thèmes. On va avoir le premier thème qui va être autour non seulement du RGPD, on n'a pas forcément mentionné ici, mais on a plein de frameworks qui viennent s'ajouter à ça, entre autres le framework de l'IAB, qu'il faut suivre si on veut monétiser. On va rajouter maintenant de nouveaux frameworks. On a Microsoft Consent Mode, on a Google Consent Mode V2, comme le disait Laurent plus tôt. On va avoir très certainement Amazon Consent Mode. Donc tout ça, ça va être des choses qui vont vous pénaliser si la CMP, de 1, n'est pas capable de le faire, ou de 2, si vous n'en avez pas. Donc ça va être des choses déjà où nous, on va réussir à vous aider là-dessus sur de l'acquisition dans des stacks techniques spécifiques. La deuxième chose, une fois qu'on a tous ces frameworks, une fois qu'on a vraiment tout capturé côté client, c'est quand même apporter cette donnée quelque part. Il faut quand même l'utiliser, il faut quand même piloter toute cette activation. Et ça va être un petit peu le deuxième point fort. Et là, on va rencontrer des limitations avec certaines solutions. Ça va être de ne pas pouvoir pousser les consentements dans les environnements qu'on souhaite. Les environnements Tag Manager, par exemple GTM, ça devient connu. Les CMP sont sur le marché depuis un moment. Par contre, ce que Laurent vient d'annoncer et d'avancer, c'est tout ce qui est server-side. Comment est-ce qu'on envoie un consentement dans le server-side? Toute cette pilote, tout ce pilotage qui s'effectue de ce côté, on va avoir des compétences, des features, des interfaces pour justement pousser tout ça côté serveur et donc améliorer tout le pilotage de cette donnée qu'on va pouvoir capturer. Et enfin, en plus de pouvoir non seulement avoir ces frameworks et pouvoir pousser ça sur les systèmes tiers, on va vraiment rentrer dans de l'optimisation. Alors on va voir, là vous avez quelques points, on va rentrer plus en détail dessus, mais on va avoir des tests faisables, on va avoir de la customisation, on va avoir des templates spécifiques, on pourrait avoir plein de choses derrière. Donc c'est un petit peu ce qui est résumé ici, c'est qu'on va séparer maintenant non, c'est parfait, merci. On va séparer en fait la discussion en 2 parties. Donc, si je vais sur le prochain slide ici, on va vraiment avoir une discussion qui va s'axer sur tout ce qui se fait côté client side. Donc, c'est-à-dire les formats de bannières, les textes qu'on utilise, les différents liens, les boutons, la personnalisation, etc., etc. Et on va faire une deuxième partie plus server-side pour voir comment on peut justement optimiser toute cette donnée qu'on va capturer. Et c'est là où je vais laisser plus ou moins Laurent commencer sur la partie client-side ici, en vous rappelant un petit peu comment est-ce qu'on calcule un taux de consentement et pour comparer des pommes avec des pommes, si vous avez déjà une bannière cookie par exemple en place, que vous puissiez comparer un taux de consentement avec un taux de consentement et pas un taux d'opt-in. Donc je te laisse Laurent reprendre la main ici pour un petit peu. Ouais, merci. Alors, effectivement, ça c'est issu de la partie reporting de Didomi, dans laquelle en fait beaucoup se concentrent sur le taux de consentement, mais le taux de consentement seul ne veut pas dire grand-chose. Parce qu'il y a effectivement ce KPI qui est le No Choice Rate, qui sont toutes les personnes qui n'ont pas interagi avec le bandeau de cookies, d'où la nécessité de créer un overlay qui est natif dans Didomi pour figer le site et concentrer vraiment sur l'interaction plus que autre élément de fuite, en fait, de lien de fuite sur le site. Donc là, sur l'exemple qu'on a à l'écran, on voit, donc ça c'est une capture qu'on a fait sur un cas client qu'on a intégré, dans laquelle en fait on a obtenu 20,7% de non-interaction avec le bandeau. Donc ce qui veut dire que tout simplement on a 79,3% qui ont interagi avec. Sur cette partie-là, c'est plus le taux de consentement qui lui est enregistré à 81,6.
Donc, en fait, finalement, ce qui est important, c'est pas forcément ce taux de consentement, mais c'est cette règle de 3 entre les personnes qui ont interagi et les personnes qui ont consenti. Donc, in fine, ça reste le taux d'opt-in le plus important. Donc, je vous ai remis la formule du taux d'opt-in. Donc, c'est taux d'interaction multiplié par le taux de consentement égale le taux d'opt-in, c'est-à-dire le potentiel véritable sur le site. Quand on pense taux de consentement, on se dit bah, j'ai 80,6 personnes qui ont accepté les cookies. Non, en fait, sur les 80,6, c'est 80,6 de 79%. Donc, il ne faut vraiment pas se leurrer sur ce calcul. Voilà, c'est un peu mieux expliqué. Et j'ai remis ici donc la formule. Alors, à savoir que les personnes qui n'ont pas choisi, on pourrait l'associer à plusieurs choses. La première chose, à du taux de rebond. Et puis la seconde chose, c'est également les adblockers qui, certains n'arrivent pas à bloquer les CMP. Je te repasse la main, Laurent. Alors justement, on va un petit peu essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire bouger ces chiffres, ces taux de consentement ici. Attention, c'est un taux de consentement que vous voyez à l'écran, pas un taux d'opt-in. L'idée ici, ça va être de vous montrer par exemple que avec un format spécifique, rien qu'en changeant des boutons, par exemple pour refuser, vous allez avoir des taux différents d'interaction avec la bannière. Où est-ce que l'utilisateur clique? Donc ça, on le sait déjà, c'est quelque chose qui a été étudié depuis plusieurs années. C'est des vrais chiffres qui viennent de notre base client ici. Donc c'est pas des chiffres qu'on a inventés ou qui sortent d'un magazine perdu sur Internet. Et en fait, l'idée, ça va déjà de se dire, ok, quand on crée une bannière cookie, la première étape, ça va être la visualisation. La visualisation, où est-ce que l'utilisateur va cliquer? Et de nouveau, ça rentre dans les mœurs, mais par exemple en France, on a quand même ce lien continuer sans accepter qui permet de remplacer le bouton refuser. On voit qu'il y a seulement 1% de différence. Donc en soi, c'est plus quelque chose de majeur. Les Français ont été éduqués, on va dire, sur ce qu'est une bannière cookie, ou en tout cas, ils savent comment interagir avec, donc ils peuvent trouver ce lien très facilement ou beaucoup plus facilement qu'il y a quelques années. Et du coup, en fait, grâce à tous ces formats, ce qu'on a fait ici, par exemple, avec certains clients, c'est vraiment brander leur bannière cookie pour vraiment que la première chose qu'ils voient sur un site, presque la landing page, en fait, ce soit la bannière d'Idomi. La bannière d'Idomi, customisée, on rassure le client, on vous dit vous êtes au bon endroit. Vous êtes par exemple ici avec notre client Société des Bains de Monte-Carlo. Vous êtes sur la partie restaurant, vous avez une bannière qui vous montre une assiette. Vous savez que vous êtes au restaurant, vous n'êtes pas chez Carrefour, vous n'êtes pas dans une banque, vous êtes vraiment au bon endroit. Donc, vous allez interagir avec la bannière, vous n'allez pas revenir en arrière dans votre recherche Google. Pareil, si vous allez sur une autre page, Monte-Carlo, la Société des Bains, a vu que en fonction de la page où on se trouvait, si la photo, le logo qui est montré à l'écran était différent, il y avait un taux d'interaction beaucoup plus élevé, un taux d'interaction positif. Là, on va vous parler de taux de consentement, donc des gens qui vont cliquer, mais on a quand même réussi à monter de 5 à presque 10% sur ce genre de petites customisations. Ça va être des KPI qui sont quand même énormes de nos jours. Pouvoir monter de 5% sur une audience potentielle de 100 000, 200, 500 000 par mois, c'est des chiffres qui sont quand même énormes, surtout qu'après, on verra par la suite avec Laurent, mais tous ces chiffres, ces consentements vont pouvoir être utilisés dans les systèmes tiers par la suite. Ouais, je voudrais ajouter, Laurent, que nous, on a fait des tests justement là-dessus et qu'effectivement, tous ceux qui sont réticents ou qui ont vu, lorsqu'ils ont figé leur site avec un overlay, qui ont remarqué une perte du taux d'engagement, c'est parce qu'en fait, le bandeau est généralement austère, c'est-à-dire c'est du texte avec juste un call to action accepté et ou un bouton refusé ou un texte HTML refusé. D'y ajouter une image via le CSS custom qu'on peut faire dans Didomi, on a vu une amélioration de ce taux d'engagement, c'est-à-dire que les utilisateurs se disent « Ok, je ne me suis pas trompé de site, je suis bien au bon endroit ». Donc l'engagement s'améliore grâce en fait aux assets qu'on peut ajouter à ce bandeau. Et également les call to action
qu'on peut personnaliser aussi dans la DA du site. Peut-être juste pour ajouter un point en complément à ce que disait Laurent, et après Mathilde, je te passerai la main. Et une petite coquille, en fait, on parle de non pas 5 à 7% plus, mais 5 à 7 points supplémentaires. Donc, on est vraiment sur un impact ROAS majeur, avec cette idée de considérer que notre CMP, cette interface finalement, est la landing page. C'est-à-dire d'imaginer avoir une continuité, parce que là, on voit des premiers exemples. Ensuite, il avait été imaginé qu'en fonction des annonces, il y a un continuum. Enfin, c'est vraiment cette idée d'être dans l'expérience utilisateur la plus fluide possible et potentiellement, parce que vous pouvez malgré tout, en l'absence de consentement, avoir un UTM, c'est-à-dire une source de trafic, vous dire, tiens, tout ce qui vient du trafic de type réseaux sociaux, je mets tel type de visuel et ainsi de suite. Donc, il y a vraiment cette capacité et c'est un peu aussi les limites de ce qu'on est capable de faire en termes d'optimisation de consentement client-side. Et alors, je divulgage un peu, mais après, on passera sur le server-side qui est ensuite l'étape ultime de collecte de données d'un point de vue volumétrie additionnelle. On a une question de Nicolas Delcourt qui demande « Faire de la bannière une landing page ne fait pas augmenter le taux de rebond ». Alors, ça rejoignait, ouais. On ne sait pas. Ça rejoignait et en fait, il y a deux question. Réponses. La première réponse, c'est celle qu'on vient d'évoquer, c'est personnaliser vos bandeaux pour augmenter le taux d'engagement, donc in fine diminuer le taux de rebond. La seconde chose, c'est que il est vrai qu'on peut perdre quelques points. C'est vraiment infime, mais entre perdre quelques points d'engagement versus ne pas avoir de collecte de données du tout, c'est à vous de mesurer le pour et le contre entre les deux. Très clairement, c'est tout ce que je vois, moi, sur les sites non figés, c'est un mauvais tracking et il suffit, allez voir, pour tous ceux qui ont un site avec une CMP et un site web, donc sans overlay, vous regardez votre GA4, si vous découvrez un accès direct dans vos canaux et du non-unsigned, et vous n'arrivez pas à l'expliquer, la problématique, elle est là. Bien souvent, on associe l'accès direct au paid search, et on voit que quand on crée cet overlay, on a un croisement des courbes, qu'on vous montrera tout à l'heure sur une de nos slides. Et sur les campagnes PMax, c'est le trafic unsigned qui l'emporte. Donc, il y a une corrélation entre les deux. Dès que nous, on a passé justement cet overlay en prod, dès le lendemain, on a vu un changement. Pourquoi? Tout simplement parce que GA4 ne peut pas lire l'URL qui est traquée, mais Google arrive à voir qu'il y a un UTM, il y a un tracking. Donc, au mieux, il le passe en accès direct. Au pire, il ne sait pas d'où ça vient, c'est du Node 7. Donc, quand vous avez votre trafic qui fait partie du top 3 en accès direct, cherchez pas, c'est qu'il n'y a pas d'overlay en fait sur votre site. Et là, si je peux rebondir sur la question de Nicolas, est-ce que la question, c'est pas plutôt plus on la rend engageante, plus on la rend performante? On améliore le taux d'interaction. Plus on la personnalise, plus on améliore le taux d'interaction versus le node choice rate qu'on a vu tout à l'heure. Il y a une autre question. On peut récupérer les UTM sans consentement? Bah non, parce que les UTM, en fait, c'est un tracking de base GA4 ou même un Matomo arrive à lire. Donc, si l'internaute n'a pas consenti, GTM ne se déclenche pas et par conséquent, il n'y a pas les triggers GA4 qui se déclenchent. Donc non, on ne peut pas récupérer. Et c'est là où je disais tout à l'heure, ça part ou dans de l'accès direct au mieux ou dans du unsigned au pire. Alors, peut-être juste pour compléter, il me semble qu'il y a une implémentation piano qui permet de le faire. On pourra revenir sur la partie UTM parce que c'est un vrai débat depuis très longtemps. Et je pense qu'en fonction des solutions et de la façon dont tu implémentes, moi, je vends. Sur un Matomo, si tu implémentes en anonymisant les users, oui, tu peux récupérer. C'est ça, mais donc on n'aura pas. C'est ça, on sera sur. En first party. D'accord, donc on sera bien sur un volume potentiel de trafic généré par une typologie d'action, non pas sur l'individu. Mais je ne sais pas si c'est suffisant pour piloter, mais j'avais quand même cette idée à l'esprit qui était malgré tout possible de ne pas être totalement aveugle sur cette partie-là en tout cas.
On peut ne pas être aveugle, mais en revanche, les campagnes Pmax, si le bassin d'audience est paramétré sur le bassin d'audience de GA4, du coup, c'est Pmax qui va être aveugle. Bon, faut des experts pour faire des arbitrages. C'est ça. C'est ça la réponse. Alors, on va basculer du coup sur la partie server-side. Il y a quand même des choses où on va revenir justement sur la partie client. On verra par exemple tout ce qui est SEO performance, on verra le poids des configurations spécifiques, etc. Mais ça va plus ou moins compter également du côté server-side. En tout cas, on va vous le récapituler à ce moment-là. Donc, côté serveur maintenant, qu'est-ce qui se passe? Côté serveur, on va avoir pas mal de choses qu'on peut mettre en place pour améliorer encore toute cette collecte de data. On va avoir entre autres potentiellement on va pouvoir bypasser, on va dire, les ad bloqueurs. En tout cas, on va pouvoir plus ou moins faire de la proxification. On va pouvoir le faire sur la bannière cookie. On n'est pas obligé de le faire sur l'ensemble, par exemple, des scripts qui sont sur le site, mais par exemple se dire, tiens, j'ai un taux de rebond. Alors, on ne connaît même pas si le JavaScript est bloqué, mais on va avoir potentiellement 20 à 30% d'une audience qui va avoir des ad bloqueurs sur du côté gaming. Côté e-commerce, ça peut être peut-être un peu moins. Imaginons que 10 à 15%, vous allez quand même avoir un taux d'engagement qui va être amélioré. Même si les gens refusent, au final, ça va être de l'audience qui pourra quand même non seulement consentir, avoir une chance de dire oui, mais en plus de ça, comme on venait de le dire avec Laurent, Franck et Mathilde, c'est plus ou moins avoir une chance d'arriver sur cette page d'accueil et au moins récupérer, même si c'est de la donnée qui passe direct ou qui est agrégée, au moins avoir quelque chose qui arrive de votre côté. On va avoir toute la partie spécifique aux cookies tiers, navigateurs, etc. sur la durée de vie des cookies tiers, des cookies first. De nouveau, ça va être quelque chose que le server-side va pouvoir adresser. On va pas forcément rentrer en détail dans tous les points, mais c'est pour dire là, de nouveau, le problème qu'on peut voir, c'est qu'un consentement, ça reste un cookie first. Sur votre site, on va avoir potentiellement du cross-domain qui est utilisé. Le cross-domain, ça va être une utilisation du consentement, mais en cookie tiers sur votre autre domaine. Donc là, de nouveau, on va rentrer dans ces problématiques et il va y avoir une solution possible côté serveur, où justement, on va associer plein de choses. Alors, on peut rentrer dedans, hein, mais on va associer, ça peut être du fingerprint, ça peut être des ID, etc., pour justement réussir à recréer, par exemple, ce consentement avec un ID qui, par exemple, est persistant. Avec tout ça, en plus, on va avoir côté serveur beaucoup de choses qui vont venir. Hein. De nouveau, on peut non seulement avoir du server-side tagging, donc avoir son GTM, mais ce qu'on peut faire, c'est précharger, par exemple, une partie ou l'entièreté, attention, une grosse partie de la CMP, par exemple, côté serveur. On peut précharger pas mal de choses. On peut supprimer des scripts, hein. Tous vos scripts tiers qui sont sur le site web, en fait, vous n'allez plus qu'à avoir un seul script à charger. Tout le reste sera fait côté serveur, GTM. Et du coup, on va pouvoir avoir toute cette transversalité du consentement, c'est-à-dire, comme on le disait plus tôt, hein, avoir un ID persistant et donc recréer des consentements et puis même potentiellement avec du fingerprint, avec des solutions tiers. Par exemple, j'ai vu dans l'audience, on a First ID qui permettent justement de générer des ID pour reconnaître l'utilisateur au travers de plusieurs domaines et donc de réconcilier son consentement et sa data. On va rentrer en détail sur tous ces points. Ici, on va de nouveau revenir juste un petit pas en arrière, un petit peu client-side quand même. On va avoir tout ce qui est script d'IDOMI quand même, qui est énormément optimisé. Alors, optimiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait en sorte de charger le plus possible notre solution de manière asynchrone. Donc, c'est non bloquant. S'il y a un souci sur la solution, le site reste accessible. Donc, ce qu'on évoquait plus tôt, faire une landing page plus ou moins d'IDOMI n'est pas un problème. S'il devait y avoir un problème de chargement, le site reste accessible. Donc, vous ne bloquez pas l'utilisation, vous ne créez pas de problème supplémentaire. En plus de ça, il va y avoir plein de petites spécificités, mais par exemple, on va avoir une configuration très flexible. Donc, on va pouvoir, par exemple, configurer les TTIN, les TTN, etc. pour tout ce qui est Core Web Vitals. Donc, par exemple, tout ce qui est spécifique au score INP, LCP, CLS. On parlait un petit peu plus tôt, par exemple, du format Popin, bloquant, non bloquant.
On va avoir des personnes qui vont mettre en place des bannières basses bloquantes pour justement que que le Core Web Vitals sur la LCP, par exemple, soit réduit, voire ne soit pas attaché à notre CMP. Donc, en fait, il va y avoir plein de petites spécificités qui peuvent être mises en place pour améliorer, par exemple, le SEO performance ou le taux d'interaction ou etc., etc. Gardez en tête toujours que plus votre configuration sera chargée, costume CSS, potentiellement du custom JSON, etc., plus le fichier à télécharger par notre solution sera gros. Et donc, il y aura un impact quand même sur les performances de votre SEO. Donc, ça va toujours être un petit peu le genre d'études, le genre d'exercice que vous allez pouvoir faire, entre autres avec Antadis et nous, c'est de voir justement à quel niveau en fait on va charger la bannière, à quel niveau on va la customiser. Est-ce qu'on fait plus de l'acquisition? Est-ce qu'on fait plus du branding? Est-ce qu'on fait une landing page? Est-ce qu'on fait une bannière basse, etc. Donc ça va vraiment être propre plus ou moins et à votre audience et à ce que vous recherchez sur les statistiques. On va parler un petit peu de choses très spécifiques, par exemple. Alors là, vous voyez, il y a des termes. On peut rentrer dans le technique en faisant ça même en one-to-one spécifiquement avec vous, mais par exemple, on va avoir des clients qui vont précharger les données DNS avant de charger notre script. De nouveau, on améliore le rendement de notre JavaScript. On va avoir des choses, par exemple, où des scénarios où les gens vont créer leur propre front-end. Plutôt que d'avoir la bannière d'Idomi, tiens, je vais créer ma propre bannière. Cas d'usage, alors surtout du côté gaming, par exemple, vous allez pouvoir faire une bannière en 3D avec un bouton qui va par exemple tourner. Quand vous cliquez dessus, vous allez potentiellement avoir une musique rock'n'roll. Donc ça peut être des choses que vous pouvez faire. Vous pouvez vraiment faire des choses très customisées, très brandées, améliorer du coup le temps de chargement, parce que c'est vous qui chargez tout potentiellement en local, et nous envoyer tous ces consentements via des fonctions SDK ou via nos API. Donc de nouveau, on a beaucoup de solutions disponibles. Il ne faut pas que ce soit une usine à gaz non plus. Il faut vraiment se focaliser sur des points spécifiques. Entre autres, aujourd'hui, sur de l'acquisition, on pourrait par exemple parler d'améliorer le SEO performance pour améliorer le taux d'engagement sur la bannière, parce que du coup, vous allez remonter dans les données, et si on reprend la formule du début, on va pouvoir améliorer notre taux d'opt-in, c'est-à-dire le taux de personnes qui cliquent sur la bannière, en améliorant potentiellement le taux de rebond, etc., et en augmentant la partie de la population qui interagit avec la bannière. Donc tout ça, ça va être un petit peu des choses très poussées qu'on peut faire avec une bannière qui sera un petit peu cachée sous le bureau, mais avec quoi vous allez pouvoir vraiment développer tout ce front-end. On arrive sur la partie server-side. On y est presque, restez avec moi. On est dans la partie un petit peu plus technique. Si vous avez des questions, pareil, n'hésitez pas. Sur la partie server-side, on parlait un petit peu plus tôt. Vous allez avoir des adblockers qui vont, par exemple, ne pas lancer notre JavaScript. Si le JavaScript ne se lance pas, on ne saura pas qu'il n'a pas été lancé. Donc, Didomi, et c'est le problème, c'est que vous, pareil, avec vos outils d'analytique, on ne connaît pas vraiment le taux de non-exécution de notre JavaScript. Est-ce que pour vous, sur votre site, on va être à 5%? Est-ce qu'on va être à 15%? Est-ce qu'on va être à 50%? Là, ça va vraiment être des données avec le server-side. Si vous faites, par exemple, une proxification de notre JavaScript, vous allez montrer la CMP à tout le monde. De nouveau, est-ce que ça va être accepté ou pas? Une personne, au final, peut choisir de mettre un adblocker pour ne pas avoir d'engagement de CMP, de pub, etc. C'est un parti pris, mais en tout cas, vous allez avoir quand même un taux d'interaction plus élevé, des gens qui vont pouvoir tout de même refuser, donc vous n'imposez rien de trop spécifique autre qu'une fenêtre d'acceptation de refus. On va avoir l'intégration avec GTM Server-Side. Alors de nouveau, on va avoir plusieurs manières de tout mettre en place. Je parlais un petit peu plus tôt de nos API. On va avoir des API disponibles. Alors ça peut paraître très lourd. Vous commencez à vous dire, oula, il me parle d'API, il faut faire des clients, il faut faire... Non, il y a des méthodes très faciles de nos jours, entre autres. C'est qu'on reste sur une mise en place très souvent hybride. On va avoir un GTM Client-Side, un GTM Server-Side. On peut juste avoir une balise, par exemple JSON HTTP, qui va envoyer le consentement très facilement côté serveur avec toutes les informations qu'il faut pour pouvoir ensuite appliquer tous ces use cases qu'on a vus plus tôt associés au server-side, que ce soit de l'enrichissement de vos données avec des CDP, avec des data lakes, etc., que ce soit du renouvellement
de cookie first ou cookie tiers, alors plus cookie first avec le ID persistant et la proxification de JavaScript, etc., etc. Et enfin, on peut voir ici, on a le consentement cross-appareil, offline, etc. C'est plus ou moins l'extension de ce que je vous disais. Si vous nous donnez un ID, ça reste quand même très probable dans l'environnement e-commerce d'avoir des utilisateurs logués, d'avoir un engagement. On essaie d'avoir l'utilisateur logué pour savoir qui il est, le reconnaître, faire du retargeting, etc. S'il est logué, vous pouvez partager vos ID avec Didomi. On va réconcilier tous les consentements et créer ce qu'on appelle un consent pool, un consentement unifié. Et du coup, on va pouvoir rentrer dans des mécaniques de synchronisation de consentement. On va pouvoir repousser cette donnée côté GTM, etc., etc., et donc améliorer de nouveau la data que vous collectez. Donc, on va vraiment pouvoir customiser et adapter notre CMP dans ce parcours pour arriver dans les mises en place. Pardon, je vois Mathilde qui avait la main levée, mais pour avoir justement l'optimisation. Ouais, c'est parce qu'il y avait une question sur le server-side et je voulais voir si c'était du coup le bon moment pour en parler. C'est Yann qui indique que la CNIL indique qu'on ne peut pas récupérer les valeurs UTM dans le cadre de la mesure exemptée Piano Matomo. Vous évoquez que ce serait possible en anonymisant. Pouvez-vous expliquer cette partie? Le server-side peut-il aider dans cette phase d'anonymisation? On était sur le server-side. Alors, je peux faire un début de réponse et Laurent, peut-être tu pourras reprendre pour mieux détailler. Mais par exemple, il faut voir qu'avec notre CMP, en fait, avec un consentement, ou non d'ailleurs, on va avoir, ce que je disais un peu plus tôt, des frameworks qui vont nous aider à discuter avec des tiers. Discuter avec des tiers, ça va par exemple être Google Consentement V2. On peut envoyer des variables à Google Analytics pour dire, voilà, je veux faire de la data ou de la capture de données agrégée, je ne veux pas mettre d'identifiant qui reconnaît l'utilisateur, je veux juste capturer sans ID attaché. On a la même chose avec Piano. Didomi a de la documentation, d'ailleurs, qui est publique. Vous pouvez aller sur Didomi, juste taper Didomi Piano, vous allez tomber dessus, je pense, sur Google. Et on va avoir la même chose avec Matomo. Et c'est là où Laurent va pouvoir rentrer dans les détails, mais du coup, nous, on va pouvoir donner les signaux pour dire, attention, je n'active pas le full stack ou le mode opt-in de la solution, j'active le mode opt-out de la solution, qui est donc de la donnée agrégée. Ouais, là, la question concernait en fait le suivi de liens qui est effectivement interdit par la CNIL. Donc, il faudrait vérifier avec un juriste l'interprétation de cette règle lorsqu'on fait un paramétrage dans Matomo pour ne pas collecter les données personnelles. Donc, à partir de là, on sait la provenance, mais on ne sait pas l'associer en fait à un profil. Donc, là, il faudrait qu'on pose la question à un juriste qui pourra mieux nous interpréter le texte de la CNIL à ce niveau-là. Mais pour l'avoir fait, après c'est peut-être pas forcément complète, mais pour l'avoir fait, oui, on peut le récupérer dans Matomo si effectivement Matomo est hébergé sur un serveur français ou européen. Et le server-side, de nouveau, ça reste pas une solution magique non plus, donc on va pas pouvoir faire plus au final que le client-side, on va quand même pouvoir envoyer de la donnée. Et comme je le disais plus tôt, cette donnée avec du fingerprinting, avec des solutions tierces, Source ID, des ID externes, des ID qui unifient vos consentements, votre data, vous allez pouvoir reconnaître. D'un point de vue technique, de nouveau, c'est faisable. D'un point de vue légal, on rebondit dessus. Attention, il y a quand même des recommandations de la CNIL, il y a des choses à suivre. Ça va être des décisions à prendre proprement chez vous en interne. Donc, de nouveau, il va y avoir une reco interne légale à faire et après, on peut discuter de la partie technique, voir justement toutes les solutions qui sont disponibles sur le bureau et laquelle est le mieux adaptée à votre site spécifiquement. Et du coup, on arrive quand même un petit peu sur la conclusion. On va passer sur un use case précis après avec Laurent, mais du coup, on a plus ou moins ces trois leviers. On avait le format un petit peu plus tôt avec les différents templates, les différents boutons, etc. On va avoir le design un petit peu en landing page avec des choses spécifiques, des configurations spécifiques. De nouveau, on peut rentrer dans des configurations custom, on peut rentrer dans tout ce qui est Web Core Vital, etc. Donc, c'est un petit peu le débat. SEO performance, design, etc. Et enfin, l'implémentation, tout ce qui est server-side, préchargement des informations DNS, etc., qu'on avait un peu plus tôt.
Donc, ça va vraiment être les 3 points liés à la performance où on peut vraiment creuser avec vous et voir comment tout mettre en place pour améliorer tout ce qui est autour, par exemple, de l'acquisition, si l'acquisition est sur la table de votre côté. Et peut-être un use case précis, Laurent, pour montrer un petit peu, imager. Ouais, on a un cas client qu'on évoquait tout à l'heure, un cas client sur la problématique en fait de son trafic où l'accès direct était d'ailleurs son premier levier d'acquisition. Donc, il est identifié ici par la courbe bleue, pour moi elle est bleue, pour laquelle en fait, au moment où on a mis en place Didomi avec l'overlay pour figer le site, dès le lendemain, on a vu un croisement des courbes et ce dont j'expliquais tout à l'heure, c'est que là, pour le coup, on peut véritablement parler de cannibalisation entre l'accès direct et le paid search. Et aujourd'hui, ces campagnes se portent mieux parce que meilleure visibilité, meilleure attribution, donc in fine, meilleur pilotage. Ce genre de test, de nouveau pour figer par exemple le site derrière ou non, alors de nouveau l'A/B test est soumis à consentement, en France en tout cas. Par contre, rien ne vous empêche de tester des configurations différentes sur des domaines différents, de changer la configuration de votre bannière, alors peut-être pas toutes les semaines, mais peut-être tous les mois, juste pour voir un petit peu comment les statistiques remontent. De nouveau, ça reste une grosse valeur ajoutée chez Didomi d'avoir des outils analytiques intégrés par défaut dans la licence. Donc, ça vous permet vraiment de suivre l'évolution des consentements et du coup de voir un petit peu qu'est-ce qui joue sur le taux d'engagement, le taux d'opt-in, le taux de consentement, etc. Maintenant que vous avez, par exemple, cette définition de taux de consentement et de taux d'opt-in, vous allez pouvoir vous dire, tiens, est-ce que je travaille sur l'acquisition pour travailler sur mon taux d'opt-in, pas forcément sur mon taux de consentement? Est-ce que je peux accroître le taux d'opt-in indirectement en faisant une croissance du taux de consentement? Donc, ça va être des choses de nouveau qu'on peut expliquer, on peut mettre des best practices et on peut tester des choses spécifiques pour vos environnements si vous le souhaitez avec Antadis. Alors, on va basculer peut-être sur la partie Q&A. Je ne sais pas si on a déjà eu quelques questions, mais n'hésitez pas en tout cas à en rajouter. On est encore là pendant une petite dizaine, quinzaine de minutes avec vous en tout cas. Donc, s'il y a besoin, on peut répondre à vos questions. Alors, je vais commencer. Alors, on a une question. Vas-y. Oui, pardon, parce que c'était un petit peu spécifique au consentement, donc merci. Donc, une question sur quel type de consentement Didomi peut recueillir. Alors, c'est très, très large, on va dire. On va juste essayer de rester au niveau, mais quand même pour recentrer. On va avoir des consentements spécifiques à des technologies tiers. Donc, ça veut dire de l'activation, comme on disait, de Matomo, Google Analytics, Criteo, monétisation, etc. On va avoir des consentements plus à par exemple, des ID de session, des choses spécifiques aux fonctions du site web ou de l'application. Donc, ça reste des technologies tiers. Par contre, on voit de plus en plus de nos clients qui capturent des consentements pour faire du traitement de données, mais plus dans des solutions. Par exemple, on va avoir des data clean room, on va avoir du partage de données entre plusieurs marques. Donc, par exemple, je suis marque 1, je collecte de la donnée. Dedans, est-ce que j'ai le droit de partager votre donnée, agrégée ou non? Alors ça, de nouveau, c'est la reco légale de votre côté, mais est-ce que je peux utiliser cette donnée agrégée avec la marque 2? Parce qu'on fait partie du même groupe. On a un petit peu le cas, par exemple, Values, etc. On va avoir des grosses marques qui, justement, vont avoir beaucoup d'enseignes et qui vont se partager de la donnée avec ce genre d'opt-in qui peuvent se trouver sur la bannière. On va pouvoir avoir tout ce qui est retargeting également. Comme on le disait plus tôt, on peut vous aider à capturer un ID. Donc, si vous nous donnez l'ID de l'utilisateur, par exemple son adresse email, on peut l'associer au consentement, un consentement sur du retargeting et du coup, envoyer ça aux différents systèmes qui vont vouloir faire, par exemple, du customer match, etc. Donc, en fait, on va pouvoir vous aider vraiment sur tout type de consentement et même au-delà, car Didomi va avoir un portfolio de solutions qui va basculer sur ce que nous, on appelle de la préférence, mais du coup, sur des consentements de type marketing, termes et conditions, etc. Et pour finir dessus, vu qu'on va unifier les consentements avec un ID,
Si vous arrivez à nous pousser un ID, par exemple laurent@gmail.com, mon consentement va être associé à ça, mes préférences vont être associées à ça, et on va pouvoir, en plus de ça, vous fournir un endroit où vous allez pouvoir revenir sur l'ensemble de vos préférences, parce qu'on va avoir ce qu'on appelle un consent pool ou un consentement unifié, et donc ça va permettre de faire redescendre cette donnée et de l'exploiter du coup, même dans des systèmes tiers, des CDP, des CRM, des data clean room, etc. On va un petit peu Une voir. seconde question de Nicolas Delcourt qui demande le prix de la solution Didomi versus Acceptio. Alors, versus Acceptio, en fait, c'est pas comparable. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'Acceptio, c'est sur un nombre de pages vues, alors que Didomi, c'est sur un nombre de users, anciennement visiteurs uniques. Donc, c'est pas forcément comparable. Par contre, moi qui fait pas mal de propositions à nos clients, on se retrouve quand même à des tarifications bien inférieures, si ce n'est moitié prix. Pourquoi? Parce que en fait, lorsque vous améliorez votre site, vous créez des landing pages, etc., elles sont pas comptabilisées le jour J. Donc, si votre parcours s'allonge avant d'arriver à la finalité, c'est-à-dire la conversion, forcément, avec Acceptio, vous allez le payer. Avec Didomi, ça reste le même user, donc la facturation, elle bougera pas. Donc ça reste une proportionnalité. Pour ça, il suffit d'aller voir son GA4. Et puis après, c'est de voir avec les équipes d'Idomi ou avec nous-mêmes pour vous faire une estimation tarifaire. Mais nous, on a beaucoup de clients qui ont switché d'un Acceptio à Didomi, non pas que par le prix, mais c'est surtout la possibilité qu'offre Didomi nativement. On parlait d'overlay, de figer le site, c'est natif dans un Didomi. Dans un Acceptio, ça va vous obliger en termes de setup à configurer le CSS de votre site, par exemple. Et si en plus votre CMS donne la possibilité de pouvoir le faire. On a rencontré quelques difficultés sur certains CMS un peu exotiques. La seconde chose, c'est que on va avoir un paramétrage beaucoup plus simple. Acceptio d'origine, c'est non customisé. C'est un widget en bas à gauche pour revenir sur son consentement. C'est pas forcément ce qui est le plus optimisé. Moi, j'aurais tendance à préférer le lien footer avec la gestion des cookies. Le suivi des tokens d'acceptation est très difficilement accessible sur Acceptio, alors qu'il est beaucoup plus aisé en cas de contrôle de la CNIL avec Didomi. Et puis, pour avoir implémenté les deux, très clairement, les résultats sont bien meilleurs avec Didomi au niveau de l'analyse GA4. Post-MEP, bien sûr. Et pour finaliser avec ma petite casquette d'avant-vente quand même, l'idée c'est que pour comparer des pommes avec des pommes et pas des poires, c'est que on va quand même se placer directement sur un package qui contient énormément de choses par défaut. On parlait des analytiques par défaut, cross-domaine par défaut disponible, on parlait des différents formats, la customisation, les fonctions de notre SDK pour faire de la customisation et du custom front-end sont disponibles. Vous avez du support inclus par défaut, de l'onboarding. Donc, il y a quand même plein de choses qui viennent avec. Donc, il faut plus voir ça un petit peu comme une expérience avec Didomi où vous pouvez vous asseoir. Si vous allez, par exemple, chez Antadis, Antadis va pouvoir regarder avec nous. Vous allez pouvoir regarder avec nous justement tous ces sujets. On va pouvoir faire des solutions customisées avec vous par défaut, avec une solution de base. Donc, il y a quand même beaucoup plus qui vient. Donc, à mon avis, il faudrait voir, mais un Acceptio qui se match avec Didomi, on est potentiellement à prix égal, même si les licences, les métriques ne sont pas les mêmes, on va très certainement se retrouver à prix égal si on devait mettre les mêmes prestations que Didomi offrait. Et au niveau de la prochaine question, on a la gestion de la proxification. Alors nous, on va pas du tout faire ça. Ça va vraiment être quelque chose qui va être propre au server-side, à votre solution server-side. Alors, est-ce que vous allez faire du server-side vous-même, maison? Est-ce que vous allez partir avec Addingwell, avec d'autres solutions? Il faut savoir que Addingwell, ça va être des choses que eux vont vous aider à faire. Donc, au final, ça peut être des combos possibles. Ça peut être un Antadis, Didomi, Addingwell, par exemple, sur la table pour mettre en place toutes ces solutions d'optimisation.
Et Laurent, je te laisse prendre la suivante. On avait une question sur la cannibalisation du trafic qui était spécifique pour toi. Ouais, bah, on peut peut-être voilà, remontrer ça. Ce que j'expliquais ici, c'était cette cannibalisation entre le trafic direct, qui était la première source que GA4 donnait, versus la courbe qui est juste en dessous, c'est le paid search. C'est que le client, là en l'occurrence, pour le coup, était sur Acceptio, n'avait pas d'overlay pour figer son site. Et donc nous, ce que nous avons fait, c'est que on a migré donc sur du Didomi avec tout le package qui optimisable et optimisé pour justement concentrer la première interaction avec le site avec le bandeau et de plus sur le bouton d'acceptation de cookies. Donc, il a augmenté effectivement son trafic, mais pas son trafic forcément accès direct, son trafic paid search. Pourquoi? Parce que un site non figé, on vient d'une campagne Google Ads, l'URL est donc automatiquement traquée si ça a été coché dans Google Ads, et à partir de là, GA4, comme GTM ne s'est pas déclenché, GA4 non plus, du coup, le tracking, il est mis à la poubelle. Et l'accès direct, c'est pas, comme son nom l'indique, un indicateur de notoriété sur sa marque. Ce n'est pas que ça. Ça devient un fourre-tout, la poubelle de GA4. Quand il ne s'est pas affecté, il passe en direct. Et ou en note 7. Et là, en l'occurrence, c'est le cas sur 100% des clients où on a intégré Didomi. Didomi ou d'autres CNP pour le coup, parce que là, c'est commun. À chaque fois que les sites étaient non figés, en les figeant, on a réussi en fait à inverser les courbes. Donc, c'est pour ça que j'affirme qu'il y a une cannibalisation entre l'accès direct et le paid search. Donc, si vous voyez l'accès direct en forte hausse, c'est que clairement, d'ailleurs, vous voyez, elles sont très parallèles en fait entre ces deux courbes. Si l'accès direct est devant le paid search, c'est que la problématique, elle est là, c'est-à-dire créer votre overlay. Qu'importe la CMP, créez-le. L'avantage de Didomi, c'est que c'est natif. Donc, moins de dev à réaliser avec votre agence. Et on a la dernière question au niveau de la CNIL et des demandes de preuves. Alors, ça va être quelque chose de nouveau de natif chez Didomi. On va avoir un module spécifique qui va vous garder tout ce qu'il faut en cas d'audit, en cas de demande de preuves. Alors, il faut savoir qu'il faut deux choses. Quand vous avez un audit, il faut en gros le contrat et la signature. Le contrat, c'est quoi? C'est la bannière cookie, à quoi elle ressemble à un moment donné. Donc, nous, on appelle ça du versionning. Donc, on va vraiment garder tout ce versionning pour vous pendant les 5 ans où il faut y avoir accès. Donc, en cas d'audit, je montre à quoi ressemblait la bannière. Et la signature de ce contrat, ça va être le clic de l'utilisateur. Donc, le clic, on va capturer tout ce qu'il faut autour de ce clic, de quel domaine il provient, le timestamp, etc., tous les acteurs qui ont été activés. Et de nouveau, on va vous garder ça pendant 5 ans, la durée requise par la CNIL. Un utilisateur, quand la bannière se charge, en fait, notre solution va générer un ID anonyme. C'est une fonction UUID, donc on ne sait pas qui c'est. La seule personne qui sait c'est la personne elle-même, vu que ça réside sur son navigateur. Donc, cette personne, si, par exemple, il faut elle demande à avoir accès à ces données ou une preuve de consentement, elle va vous donner cette ID que elle seule possède sur son navigateur. Elle peut la récupérer en réouvrant la bannière Didomi, par exemple. On va avoir des clients comme les Furets qui ont même inclus une petite fonction SDK qui fournit l'ID de l'utilisateur dans leur privacy policy. Donc ça évite que d'expliquer à la petite mamie qu'il faut réouvrir le lien en bas de la page, cliquez ici, c'est simplement un lien privacy policy, vous scrollez, vous allez le trouver. Et donc Didomi va vous charger l'entièreté des consentements associés à cet ID et le versionning pour chaque chose. Donc de nouveau, quelque chose de natif. Vous avez le support, vous avez votre Customer Success Manager, c'est des choses, si ça vous arrive, si vous avez des activistes par exemple qui vous tombent dessus, ce qui était le cas par exemple, il me semble, avec Seloger il y a plusieurs mois, ça va être des choses où on va vous aider justement à utiliser ce module. On sait très bien que c'est pas un module, vous n'allez pas vous lever tous les lundis matins avec votre café, cliquer sur version and proof
proof, et générer des preuves. Donc, c'est des choses où on va vous aider et de nouveau, on va rajouter de la valeur à notre solution en rajoutant cette couche de service par-dessus. Vous allez vraiment pouvoir être en autopilotage. S'il y a un audit, demandez à Didomi de vous aider justement sur les marches à suivre. On arrive à la fin des questions. Il nous reste 5 minutes. Je peux peut-être rajouter une dimension, Laurent, sur ce que tu évoques sur ce sujet de version non-proof. Dans les réflexions conjointes que nous avons pour répondre aux attentes de nos clients, il y a un grand sujet pour nous en 2025 autour de la data collaboration, c'est-à-dire la capacité finalement à utiliser des données consenties d'un e-commerçant, par exemple, pour faire du ciblage dans un environnement type CTV. Et cette version qu'on appelle version non-proof aujourd'hui est amenée à évoluer pour apporter une vraie traçabilité du consentement. Donc, parmi ces enjeux qu'on souhaite adresser, il y a cet enjeu de redonner de la donnée consentie à nos clients, donner finalement cette matière à expertise pour nos partenaires et ensuite apporter des éléments de preuve qui permettent de fluidifier ces nouveaux modes opératoires finalement de la donnée consentie pour 2025. Et je crois que c'est un peu peut-être les grands messages qu'on voulait faire passer aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Si vous voulez rajouter quelque chose, Laurent ou Mathilde? Il y en a une dernière qui vient d'être dernière posée. question. Je vais la prendre. J'avais commencé justement à en parler. En fait, ce qui se passe côté CRM, c'est qu'on attend quand même d'avoir un ID, un identifiant pour utiliser la data. Et c'est ce que je disais un petit peu plus tôt, c'est que si vous arrivez à avoir un ID sur votre site, de nouveau, l'utilisateur se log, vous avez une solution tiers qui génère cet ID, vous faites du fingerprinting, vous faites quoi que ce soit, vous avez une CDP comme Adobe par exemple, qui vous fournit ce genre d'ID. Ce que vous pouvez faire, associer le consentement à un ID et Didomi via le tag manager, un custom JSON par exemple, via un webhook, un batch export. On a plein de solutions pour pousser la donnée dans des systèmes tiers. On va redescendre cette donnée justement dans des CRM et la rendre exploitable. La rendre exploitable comment? C'est ce que je disais plus tôt, c'est que vous allez avoir des consentements liés à du retargeting. Si vous avez un ID, un consentement et le retargeting activé, on peut faire du customer match, envoyer automatiquement la liste via le CRM, la CDP et où on a même nos batch export qui permettent de faire ça, mais du coup, on peut vraiment automatiser tout ce process de remonter la donnée dans les systèmes. Et c'est même, alors je vois Franck qui se démute, j'allais justement t'inviter, Franck, vu que tu as un petit peu porté ce sujet. C'est un peu un sujet, ouais, merci Laurent. C'est un sujet qu'on a vu émerger de façon très forte. Pour nous, ça répond au cas d'usage qu'on appelle CRM to Media, c'est-à-dire la capacité finalement d'utiliser l'email d'un client à des fins de ciblage, reciblage ou de mesure, en Facebook KPI, Customer Match. Et c'est effectivement un sujet qui est traité. Et pour répondre à la question spécifiquement, ces données ne sont pas stockées dans le CRM. En revanche, il y a des capacités de matching entre l'identifiant CRM et les identifiants Didomi. Donc, ça ne répond pas totalement. Ce ne sera pas dans le CRM, ce sera à côté. Ça répond à des problématiques très fortes où on travaille beaucoup avec Google, forcément, sur beaucoup de sujets d'interopérabilité, où demain, la plupart des ciblages des opérations chez Google, nonobstant la dernière annonce sur le maintien d'un volume de cookies tiers qui reste faible, va se baser sur des identifiants robustes dans le temps qui sont principalement, et pour 87%, pour ce qu'on en sait en tout cas de ce qui nous a été communiqué, l'email. Donc oui, il y a vraiment ce sujet qui est très fort et qui correspond également dans les éléments qu'on va arriver à une fusion ou une unification plutôt des consentements qu'on qualifie nous de réglementaires, c'est-à-dire ce que vous êtes obligé de faire, et les consentements qu'on qualifie de relationnels, c'est-à-dire ceux qui servent à mener les opérations. Le tout unifié sous un identifiant. Et d'ailleurs, on a un petit déjeuner, je pense, le 30 avril sur ce sujet-là pour les Parisiens. C'est chez nous et on vous y invite tous. Bon, c'est pas mal ça. Pardon. Bonne conclusion. Et Laurent, Mathilde, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Juste dernier conseil, surveillez bien vos datas. Rien n'est stable, rien n'est figé, ça se contrôle en permanence. Surtout quand on a une baisse qu'on n'arrive pas à expliquer. Et l'autre point que je vois souvent, à chaque fois que vous faites des modifications sur vos sites, rajouter des landing pages, qu'elles soient minimes ou non, checkez vos événements dans vos data layers pour être certain de pouvoir mesurer la performance de vos développements sur votre site,
mais c'est surtout d'alimenter au mieux, parce que in fine, c'est ça dont on parle, c'est d'alimenter au mieux les algorithmes de Google et Facebook pour améliorer le business. Voilà pour moi. Bah, merci tout le monde. Je vous laisse le mot de la fin, Didomi. Une petite dernière question sur le chat. Peut-on profiter de la modale pour collecter un consentement marketing, email ou SMS? Alors, j'imagine, Thibaut, tu fais ce qu'appelle la modale, j'imagine, c'est ce que nous on appelle la notice, c'est cette espèce d'interface. Oui, on a un dispositif qui permet. En réalité, la CMP, c'est différents niveaux réglementaires, c'est de l'e-privacy, c'est du RGPD, ça peut être du TCF. On a effectivement un élément qui permet de collecter spécifiquement des consentements au sein de la modale associée à l'email, du SMS, oui, du numéro de téléphone, etc. Ouais, donc la réponse est oui, avec certaines limitations, mais on pourra vous apporter plus de précision si vous le souhaitez par la suite ou sur un autre canal. Spécifiquement, on a par exemple ING, la banque en Espagne, qui effectue ce genre de capture de consentement. Alors de nouveau, ça peut être spécifique à tout ce qui se passe en Espagne, mais c'est quelque chose qui est fait, qu'on peut vous aider à faire, et du coup, Currentadis peut vous aider à exploiter derrière, justement, dans vos systèmes. On arrive sur la fin, du coup. Merci beaucoup d'avoir participé à cet événement. Merci Franck et Laurent également. Et Clara qui nous écoute. Et qui nous a organisé ça de main de maître. Et encore un moment promo pour un autre webinaire. Merci à toutes, merci à tous. N'hésitez pas à flasher ce QR code. Et à très vite. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.